Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les membres du conseil d'administration du GEPS de me permettre de parler aujourd'hui des troubles du sommeil et des troubles du rythme chez les adolescents suicidants. Alors, je vous propose une présentation en 3 parties. Tout d'abord, un rappel sur les troubles du rythme circadien, pour ceux qui sont pas trop familiers de la somnologie. Ensuite, un point sur la littérature sur les troubles du sommeil chez les adolescents suicidants. Et ensuite, je vous présenterai notre étude. Alors, le rythme veille-sommeil est un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme qui varie avec une périodicité de 24 heures en fonction de l'alternance jour-nuit. Dormir, on passe un tiers de notre vie à dormir et c'est extrêmement important et c'est une fonction vitale extrêmement importante qui intervient sur différents éléments et notamment au niveau cognitif sur les fonctions exécutives et également sur la régulation au niveau de l'humeur, ce qui est aussi important au niveau d'un éventuel passage à l'acte suicidaire. Alors, chaque individu a une temporalité interne au niveau du sommeil qui est majoritairement sous la dépendance génétique et on va également avoir une temporalité externe qui est sous la dépendance de l'alternance jour-nuit. Et la relation entre la temporalité interne et la temporalité externe va définir ce qu'on appelle sa préférence circadienne ou on peut aussi parler de chronotype. Alors, dans la population générale, il y a tout un panel de chronotypes. Il va y avoir les sujets du soir, les sujets qui se couchent tard et se lèvent tard, les sujets normaux et les sujets du matin, ceux qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt. Et ces différents chronotypes, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais parmi les chronotypes du soir, les sujets qui sont extrêmement décalés, on va parler de retard de phase, de syndrome de retard de phase, c'est-à-dire des sujets qui, par rapport à la population normale, auront un décalage de 3 heures au niveau de leur sommeil. Et pourquoi je vous parle du syndrome de retard de phase aujourd'hui? On sait que 7 à 16% des personnes présentant des symptômes de retard de phase sont des adolescents ou des jeunes adultes. C'est des données qui ont été recueillies sur des études auprès de 55 000 personnes. Et alors, quelles conséquences du syndrome de retard de phase? Eh bien, la personne va se coucher tardivement, donc elle va être en dette de sommeil. Elle va tenter de récupérer la journée en consommant du café, des boissons énergétiques. Parfois, elle va faire une sieste et donc le soir aura beaucoup plus de mal à s'endormir et généralement va récupérer le week-end. Classiquement, chez les ados, c'est les ados qui dorment jusqu'à 12 ou 14 heures. Ce qui va renforcer le retard de phase et renforcer ce qu'on appelle le jet lag social, c'est-à-dire être décalé par rapport à la population générale. Et une enquête de Léger de 2012 nous indique que 40% des adolescents français présentent un syndrome de retard de phase. Les études sur le syndrome de retard de phase mettent en évidence que chez ces populations adolescentes, on retrouve une corrélation avec les éléments de TDAH et notamment la dimension d'impulsivité, et également avec certains éléments dépressifs. Quand on regarde ensuite la littérature sur la suicidologie chez l'adolescent et les troubles du sommeil, on se rend compte qu'il y a une association importante qui est retrouvée entre les troubles du sommeil et les idées suicidaires, voire les tentatives de suicide, même après un ajustement sur différents facteurs comme les éléments dépressifs ou les éléments post-traumatiques. Et donc, on se rend compte que lorsque la durée du sommeil est courte, on a une majoration du risque de tentative de suicide. Lorsque l'heure de coucher est plus tardive ou alors l'heure de réveil plus précoce, on a également une majoration du risque suicidaire. Alors qu'à l'inverse, une durée de sommeil supérieure à 9 heures est plutôt un facteur protecteur. Au niveau du jet lag social, donc ce qu'on a vu tout à l'heure de ce syndrome de retard de phase, eh bien, une étude de 2015 avait mis en évidence une majoration des idées suicidaires, surtout chez les filles. Par contre, le jet lag social n'avait pas été étudié chez les adolescents suicidants en post-tentative de suicide.
Et donc, dans ce contexte-là, nous avons réalisé une étude auprès d'adolescents en post-tentative de suicide dans le service de pédopsychiatrie à Strasbourg et en collaboration avec l'équipe de Nancy, avec le docteur Fabien Ligier. Nous avons inclus 58 adolescents suicidants. Nous avons comparé avec une population témoin d'élèves de la région alsacienne. Nous leur avons proposé un auto-questionnaire, un questionnaire sur le rythme circadien, le MCTQ, qui nous permettait de renseigner l'horaire de coucher des jeunes, l'horaire d'endormissement et de réveil durant la période de cours, mais aussi durant la période hors cours. Et on a également associé d'autres questionnaires comme la qualité de vie ou le soutien social. Les résultats, les principaux résultats, c'est que 4 semaines avant le geste suicidaire, eh bien, on a un temps de sommeil, on a pu retrouver un temps de sommeil significativement différent entre les patients suicidants et les patients témoins, avec en moyenne 50 minutes de sommeil de moins chez les patients suicidants. De la même manière, on a une augmentation de la latence d'endormissement chez les patients suicidants d'à peu près une demi-heure, ce qui veut dire que les patients suicidants s'endorment une demi-heure après les patients témoins. Au niveau du jet lag social, on voit qu'il est supérieur à 3 heures pour les suicidants et les témoins, ce qui est énorme par rapport à la population générale. On n'a pas eu de différence significative, mais on discutera ce résultat un petit peu plus loin. On a également eu des corrélations entre le temps de sommeil hors cours et la qualité relationnelle en famille chez les patients suicidants. Donc, ce qui nous paraissait important dans ces résultats, c'est vraiment la mise en évidence de modifications majeures du sommeil dans les 4 semaines précédant le passage à l'acte suicidaire, avec une diminution de la durée de sommeil de 50 minutes, une augmentation de la latence d'endormissement, ce qui participe à la déprivation de sommeil, et le résultat de jet lag social non significatif. On l'explique par le fait qu'en fait, les sujets suicidants sont tellement décalés qu'ils sont en incapacité de récupérer le week-end, ce qui explique qu'on n'a pas pu mettre en évidence statistiquement de différence. Donc, la grande question que l'on se pose, c'est effectivement, est-ce que dans ces troubles du sommeil et du rythme circadien chez l'adolescent, est-ce qu'on est dans le cadre d'un trait de vulnérabilité ou plutôt dans une situation de marqueur d'un état à risque? Ce qu'on sait et ce qu'on ne peut pas modifier, c'est la composante héréditaire du sommeil, et notamment génétique, la composante développementale liée à l'âge au niveau de la puberté, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le sommeil pourrait être un facteur prédictif du risque suicidaire isolé, entre guillemets, chez les adolescents, notamment par son impact sur le plan de la désinhibition. Donc l'idée, et on a proposé un programme de recherche qui va débuter à Strasbourg auprès des adolescents suicidants. Donc l'idée, c'est d'approfondir nos recherches sur le sommeil et les rythmes chez les adolescents suicidants. Et donc on va faire une recherche en y associant une actimétrie, un profil de la mélatonine et également une évaluation cognitive. Et Pauline Mascarel et Vincent Jardon de Lille font également en parallèle les mêmes recherches au niveau du sommeil chez les patients adultes. Donc ça pourrait être intéressant aussi de comparer les résultats. Et bien sûr, l'implication, c'est que des propositions hygiéno-diététiques très simples pourraient être proposées à ces adolescents, et notamment pour le syndrome de retard de phase, d'éviter l'exposition aux écrans le soir, ou alors de consulter ces écrans avec des filtres spécifiques, et le matin de resynchroniser le cycle avec des luminettes. Donc plutôt des propositions thérapeutiques assez facilement, qu'on peut mettre en place assez facilement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.